venir faire un tour. Et puis maintenant, on va accueillir Monsieur Nicolas Gouin qui va nous présenter un atelier auquel on va prendre plaisir à participer autour de l'écriture automatique. Alors Nicolas est psychiatre et formateur en hypnose à Hypnosia, c'est ça? C'est ça. Il va y avoir une partie écrite, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des stylos. Si vous n'êtes pas équipé, c'est le moment de le faire. Merci. Je vous laisse vous approvisionner en bloc-notes et en stylo. Bon, ben c'est parti. Alors, je remercie Antoine de m'avoir invité. Donc je suis docteur Gouin, je suis psychiatre à Rezé, donc à côté de Nantes. J'ai travaillé avec Pierre-Henri Garnier pendant plusieurs années au CITI, qui est un centre de thérapie intégrative. Alors je remercie aussi Renaud Evrard qui m'a appris que ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est un psychoscope, si j'ai bien compris, naturel. Donc on va pouvoir explorer, mettre en pratique la présentation de tout à l'heure. Bon, comme on va surtout travailler, je vais pas faire beaucoup de théories, juste quelques mots sur Erikson, puisque c'est le docteur Erikson qui m'a inspiré la technique qu'on va utiliser. Erikson a utilisé l'écriture automatique dans l'idée d'accéder à des informations inconscientes. J'ai retrouvé peu de choses sur l'écriture automatique. On le retrouve dans le tome 3 des Collected Papers. Il y a 3 cas cliniques dans lesquels il parle de l'écriture automatique, mais il y a très très peu d'indications. Voilà. Il y a très très peu d'indications sur comment est-ce qu'il procédait. Il y a quelques prérequis qu'on retrouve dans cette partie-là et puis dans toute l'œuvre d'Erikson, c'est que il y a une mise en forme de l'inconscient sous la forme d'une partie de nous, d'une partie sage de nous-mêmes, et que cet inconscient peut détenir des vérités à l'insu du conscient. Donc ce qu'on pourrait appeler alors l'infraliminal ou le subliminal, l'infraliminal de Meyers. Une des suggestions que j'ai pu retrouver venant d'Erikson sur l'écriture automatique, c'est quand il fait une démonstration avec une jeune femme et qui lui demande d'écrire consciemment et de façon volontaire quelque chose qui puisse être lu par elle-même et par tout le monde, par toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, et que ce qu'elle écrit consciemment et volontairement pourra aussi être compris d'une manière inconsciente et involontaire. Donc une suggestion compliqué où il dit à la fois une chose et son contraire, ce que la patiente d'ailleurs jugera comme absurde, et c'est une façon c'est une façon paradoxale de lui demander d'écrire quelque chose qui pourrait avoir un double sens, mais qu'elle ne s'en rende pas compte. Que a posteriori, on pourra se rendre compte éventuellement d'un double sens. C'est aussi
comme beaucoup de suggestions, une construction en double lien où Erickson faisait en sorte que quoi qu'il se passe, il construisait ses suggestions et son cadre thérapeutique de façon à ce que quoi qu'il se passe, ça ait des effets positifs. Donc dans ce cadre-là, soit il y avait effectivement un message qui allait être révélé à travers l'écriture automatique, soit rien n'allait être révélé, mais de toute façon, ça allait avoir un intérêt positif pour la patiente puisque c'était présenté dans un cadre dans un cadre positif, dans un cadre thérapeutique. Une autre figure inspirante, c'est André Breton, qui n'est pas thérapeute, qui est écrivain et qui lance un mouvement littéraire qui est le courant surréaliste. C'est au début du XXe siècle. Il cherche les dates dans ma mémoire, puisque je m'attendais à voir mes prises de notes sur mon PowerPoint. Il y avait... Et 1914, c'était les champs magnétiques. Et 1924, le manifeste du surréalisme. Ouais, bien. Ok, bien joué, merci. Bon ben, on va vous demander alors. Il y aura des besoins de précision. Donc l'idée d'André Breton et de Philippe Soupeau, qui est un autre écrivain avec lequel il travaillait, avec lequel il a écrit le manifeste du surréalisme, c'était de pouvoir écrire le plus vite possible, sans réfléchir, et il y avait une forte influence de la psychanalyse et de Freud, de la pensée freudienne, et que l'idée c'est que dans cette façon d'écrire, il y allait avoir l'inconscient allait se manifester dans cette manière d'écrire, et qu'on allait aboutir à une forme d'art nouvelle et brute et plus profonde. Donc c'est aussi en lien avec la présentation d'Antoine Bieuil ce matin. Et de Maurice aussi. Voilà la technique selon André Breton, et on va plutôt travailler de cette manière-là aujourd'hui pour cet atelier. Faites-vous apporter de quoi écrire, après à vous être établi en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. Jusque-là, on a une petite préparation d'une transhypnotique classique ou certaines pratiques de transe. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde, il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser. Il est assez difficile de se prononcer sur le cas de la phrase suivante. Elle participe sans doute à la fois de notre activité consciente et de l'autre si l'on admet que le fait d'avoir écrit la première entraîne un minimum de perception. Peu doit vous importer d'ailleurs, c'est en cela que réside pour la plus grande part l'intérêt du jeu surréaliste. Toujours est-il que la ponctuation s'oppose sans doute à la continuité absolue de la coulée qui nous occupe, bien qu'elle paraisse aussi nécessaire que la distribution des nœuds sur une corde vibrante. Continuez autant qu'il vous plaira. Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure. Si le silence menace de s'établir, pour peu que vous ayez commis une faute peut-on dire d'inattention, rompez sans hésiter avec une ligne trop claire. À la suite du mot dont l'origine vous semble suspecte, posez une lettre quelconque, la lettre L par exemple, toujours la lettre L, et ramenez l'arbitraire en imposant cette lettre pour initiale au mot qui suivra. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Je voulais... Voilà. Donc, je vais commencer par le faire, par écrire de cette manière-là pendant quelques minutes pour vous montrer. Et puis après, ça sera à vous.
Hop. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai une vague idée de ce que j'ai écrit. Est-ce que tout le monde tout le monde peut lire? Ou est-ce qu'il faut... Non, je lis. Nous sommes partis dans une chaîne abominable de manches. C'était manche-pain, exactement. Dehors, l'été apparaissait dans une nuée de ventres poilus qui transpiraient des rennes, comme le grand barbu tirant son traîneau dans la fange du parquet ciré. Cependant, les raies de lumière, la lettre L toujours, traversaient sans cesse les bananes flambées qui s'épanchaient lentement dans la salle d'à côté. John était pensif, et son chien assis sur une branche dans l'embrasure de la salle de bain observait à qui veut l'entendre des poètes perdus dans la trame du supermarché. Est-ce que tout le monde a compris le principe? Ce que je vous propose, c'est... J'ai oublié de prendre mon portable. Quelle heure il est? Je propose qu'on fasse... Je vous laisse 5 minutes pour vous exercer. Et après, s'il y en a certains qui sont fiers de leur texte, j'en récupérerai 3 ou 4 et je vous proposerai de faire une séance d'hypnose qui s'inspirera de vos écrits. Disons 5 minutes et vous écrivez sans vous arrêter jusqu'à ce que vous... Les instructions de André Breton.
Je vois encore plein de têtes absorbées dans leur écriture. Je vous laisse simplement terminer votre phrase. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement fiers de leur texte et qui aimeraient que ça serve d'inspiration à une transe hypnotique? Je vais en récupérer quelques-uns, on va faire l'expérience ensemble, et puis après, on devra avoir aussi suffisamment de temps pour échanger aussi sur ce que ça vous fait, sur ce que vous en pensez, etc. Ouais. Si j'arrive à lire. Oui, ça va. Qui d'autre? Non, j'arrive pas à te lire, je crois. Je l'ai fait exprès. Ouais. Un autre là-bas. Hop. Bon, ça va être bon. Alors, je vais voir comment je vais me débrouiller avec tout ça. Très bien, je vous propose de faire comme vous avez l'habitude pour rentrer en transe. Chacun doit avoir sa propre manière de faire. Alors, en tant que psychiatre pratiquant l'hypnose, je propose généralement une méthode classique de s'installer dans une position qui est confortable, simplement d'être à l'aise, de prendre sa place. Fixer quelque chose devant soi ou à l'intérieur de soi, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Observer sa respiration, la ressentir. Ça peut être un bon moyen pour se laisser partir. Ressentir ces sensations. Comme les quelques instants avant de s'endormir. Comme une vague
agréable, juste bien. Et d'observer les images mentales, les sensations. Dans mon esprit, je vois la reine des fraises, avalant goulûment des montagnes de sapinières nappées de chantilly. Et en arrière-plan, les escargots, trinquant. Aux mésanges qui caquettent. Tout en toisant les chasseurs vert de gris. Je décide d'enfiler mes bottes de 7 lieues. Elles sont chaudes. Et je m'envole en portant une grenouille. Et soudain, l'éclair fend le ciel. Et le renard traverse le ciel, emporté par la termitière. Et toute une armée de bras fragiles soutiennent ces nuages resplendissants. Et chacun peut voir ses frères et sœurs se pencher vers le nord. C'est comme une cascade. Comme des flux intérieurs que le corps orchestre naturellement. C'est rapide, doux. Mou et soyeux.
c'est une rivière chantante qui s'écoule comme une plume comme des petits cailloux qui roulent sous les pieds nus. Jusqu'à devenir de la poussière. Et peut-on vraiment parler d'amour sans prendre le temps de voir l'avenir ? Comme une carotte cosmique s'érigeant vers le ciel. Comme un petit pois roulant jusqu'à faire le tour de la terre. Vivant, vibrant. Comme pris d'un élan créatif. Comme une injonction de vie qui vient s'étendre dans ce flot d'amour perceptif, rassurant, et traversant ce cosmos infini. Comme tous ces feux brûlants. Dans des rivages oubliés. Dans un sentiment libre, où le sable se stabilise sous les stylos. Et le doute revient à l'essentiel de la vérité.
jusqu'au bout d'un virage où ce visage prend la couleur du miel. Les reins pleurent et s'étendent. En innombrables particules informatiques. Les émotions vont, viennent, traversent. S'enroulent comme des bourrasques. Jusqu'à ce qu'une liane s'engouffre brutalement à travers les ombres. Sans peur, sans genoux et sans jugement. Jusqu'à ce que le rire traverse le silence. Prenez le temps à présent d'observer tout ce qui se présente dans ces bribes d'images, de sensations, d'émotions. Laissez votre inconscient réinstaller tout à sa place. Et laissez tranquillement votre esprit se réorienter à son rythme. Comme si vous vous réveilliez d'une sieste ou d'une bonne nuit de sommeil et vous savez que vous avez rêvé. Et vous savez, le matin, il est parfois difficile de savoir de quoi on a rêvé. On sait qu'on a rêvé, on a eu des images un peu insensées et tout doucement, ça peut s'assembler, raconter une histoire. Ou pas. On va aux toilettes, on va prendre sa douche et on oublie.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore en transe? Qu'elles lèvent la main. Une. Moi non plus. J'ai suivi le plan, les images. Je lisais les textes, ça faisait naître des images que je racontais et que je laissais enchaîner. Est-ce que tout le monde va bien? C'est bon, tout va bien? On a suffisamment de temps pour vous laisser de la place pour vous exprimer, pour en parler, pour raconter ce que vous pensez de vos textes ou de l'expérience de transe inspirée des textes. Oui. Alors, je peux l'utiliser dans n'importe quel cadre, puisque c'est pas tant une éventuelle pathologie qui va me faire travailler ou penser à une idée, une stratégie, c'est plus ce qu'il y a derrière. Là, dans une idée qu'on a un conscient et un inconscient. Si le patient il partage cette idée-là et qu'il en parle et qu'il considère qu'il y a des choses en lui qui sont cachées dans sa pensée, je vais pouvoir le proposer et je vais voir s'il adhère ou pas à cette idée. Donc, dans le cadre des traumatismes, ça m'est arrivé de l'utiliser. Je trouve que systématiquement, quand je l'ai utilisé, tous les patients que j'ai eus, des patientes que j'ai eues avec lesquelles on avait travaillé, ont continué à écrire chez elles, sont revenus avec des scénarios. On a mis en scène ces scénarios. Ensuite, dans la séance suivante, on a fait des régressions en âge. J'ai réutilisé ces scénarios, qui étaient même parfois des scénarios très précis avec des dialogues où il fallait réécrire des histoires. Donc il y avait un mélange d'écriture automatique, puis ensuite de réécriture du traumatisme. Ouais. Reconstruction de la narration. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est ce que vous recherchez à travers ça et la manière dont vous le faites et la manière dont ça se détache aussi de ce que fait Breton. Il y a beaucoup d'ironie dans son texte. Vous aussi, vous utilisez l'ironie. Et je suis très surprise aussi par ce que j'entends, parce que dans la manière dont j'ai pratiqué ou j'ai pu faire pratiquer à des étudiants l'écriture automatique, je trouve que c'est extrêmement construit tout ce qu'on a entendu, ce que vous-même vous avez fait, et vous nous avez vous-même dit je ne sais pas ce que j'ai écrit, puis quand vous avez corrigé la faute, vous avez dit ah non c'était mange-pain. Donc, finalement, pas pour dire que vous contredisiez, mais plutôt que le fait de voir l'image du mot tout de suite vous a reconnecté à cet instant, mais aussi la différence, évidemment, c'est pas la même chose de taper à l'ordinateur ou d'avoir le lien avec la feuille, le stylo. Donc je m'interrogeais aussi sur ce qui s'était passé pour d'autres personnes. Moi, ce que je vois en général, c'est plutôt des bribes de mots, parce que du coup, dans ce qu'on entend là, c'est quand même une construction. Donc est-ce que ça dit tant de choses de nous, de notre inconscient, c'est le postulat de départ pour vous, ou plutôt de notre rapport à l'écriture? Vous allez me dire c'est la même chose, mais vous voyez, il y a quand on se met dans cet état, on a des milliers de mots qui passent dans l'esprit. Donc pourquoi on se fixe sur l'un ou l'autre? Peu importe, c'est performatif, non, c'est pas la cause qui décide, mais
Voilà, donc je m'interroge sur ce que vous faites, parce qu'au final, vous nous avez moins dit, vous nous avez proposé l'expérience, mais vous nous avez pas forcément dit ce que vous vouliez en faire, vous vouliez nous mener. Et là, pour cette terminaison, vous nous demandez à nous d'exprimer, mais vous nous dites pas nous, vous, ce que vous avez cherché à nous proposer. C'est un peu de la parole automatique. Non, j'avais pas d'autre plan que de présenter le phénomène, que de présenter le phénomène en lui-même et justement de vous faire parler ou de savoir ce que vous en pensez parce que moi-même j'en sais rien de ce que j'en pense. J'ai quelques cadres que j'ai présentés, notamment avec Erickson, avec ma structure. J'ai parlé très rapidement des doubles liens. Mais si j'avais plus de temps, j'en parlerai beaucoup plus, puisque c'est pour moi ce qui est sûr, la sécurité. C'est-à-dire c'est le cadre thérapeutique qui fait que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont le patient va se saisir de ce que je lui propose, je fais attention au cadre. C'est-à-dire quelle que soit la voie qu'il va choisir, je vais le remettre sur son objectif. Donc pour moi, c'est ce qui me dirige. Donc à partir de ce moment-là, tous les patients avec lesquels je vais proposer cet outil, ils vont me présenter quelque chose de différent. Et je vais pas leur dire c'est comme ça qu'il faut qu'il faut le faire. Donc c'est encore très expérimental. Compris dans ma façon de faire, c'est pas encore théorisé. C'est pour ça que je remercie aussi Renaud d'avoir présenté aussi Frédéric Myers, qui ça m'a éclairé également sur l'aspect théorique de cette pratique. Finalement, ça rejoint, même si il y a la structure et ça rejoint ce que tu disais, le cadre, et à l'intérieur, finalement, on lâche le sens, mais on garde la structure. Oui, pour moi, la sécurité, c'est le cadre. C'est le cadre qu'on va proposer en tant que thérapeute. Bon, ici où c'est pas un cadre thérapeutique, mais non, à partir de l'exploration, et qu'à partir du moment où ce cadre est posé, à l'intérieur, on va pouvoir se permettre de faire des expériences et de l'interpréter de la manière qui va nous arranger. Ma façon de pratiquer, elle est sur le plan philosophique, elle va s'inspirer, je pense, aussi comme faisait Erickson, de la philosophie de William James, c'est-à-dire c'est très pragmatique. Donc on a un objectif, je travaille l'objectif avec le patient, qu'est-ce qu'il veut, et quelle que soit la direction qu'on prend, quel que soit ce qu'on va construire, ce qui est vrai, c'est ce qui permet au patient d'avoir ce qu'il souhaite et de se débloquer et d'être bien. Moi, ce que je constatais dans mon exercice, c'est comment mon mental faisait obstruction en des microsecondes comme ça, c'est-à-dire la transe était installée, puis dans mon cabinet, j'ai l'habitude de me mettre en transe quand je mets en transe et d'y rester. Mais c'était beaucoup plus clair, les vagabondages de mon esprit entre des phrases qui venaient vraiment tout à fait spontanément et construites, je me disais, et puis pollution est peut-être pas un bon mot, mais des parasitages ou des choses et on a quand même cette rationalité qui revient à un moment par des micros instants et donc ça nous permet quand même de nous renvoyer à nous malgré tout l'exercice qu'on fait, de voir comment on est chaque fois rattrapé par vouloir faire du sens avec ce qu'on écrit. Je pense que c'est très personnel et qu'on doit avoir chacun sa liberté de s'éloigner, de partir dans quelque chose de vraiment infini, incompréhensible, de fou. Pour moi, c'est un moyen d'explorer un peu la folie de notre esprit, mais dans un cadre sécurisé.
on peut y aller, on peut faire une expérience qu'on va vivre comme un peu folle, mais il n'y a pas de risque. Non seulement il n'y a pas de risque, mais en plus, le cadre thérapeutique est là pour dire que je peux laisser mon esprit partir, choisir un peu n'importe quelle direction, et ça va avoir un effet positif, ça va avoir un effet positif sur moi. Et après, chacun va le faire en fonction aussi de ce qu'il ressent. Il ne s'agit pas de se faire violence par rapport à d'autres pratiques où il y a de chamanisme ou de l'ayahuasca qu'on avait vu tout à l'heure, où il peut y avoir, il y a un moment donné où quand ça va loin, bon, il va falloir assumer ce qui se passe, tenir jusqu'au bout. Là, c'est beaucoup plus tranquille, libre. On peut choisir d'aller complètement dans l'inconnu ou de se raccrocher tout de suite à quelque chose de très sécurisant qu'on connaît, rationnel, etc. Moi, je dois avouer que je suis, j'allais dire un peu mal à l'aise, je veux dire très mal à l'aise. J'ai été formée à la TCI comme un certain nombre de gens ici. Et dans le sorte de contrat, entre guillemets, qu'on a signé, il est clair qu'on rentre pas en transe dans des contextes où on n'est pas sûr que toutes les personnes autour de nous sont formées à la transe. Donc moi, dans l'exercice, là, j'ai dû me battre de façon assez violente, parce que je me sentais pas de rentrer en transe ici, parce que je suis très vocale, parce que voilà, j'aurais besoin de gestes. Donc je me suis pas sentie en sécurité en fait. Et donc je trouve ça un peu bizarre de nous mettre dans un double bind que je n'avais pas vraiment choisi. Le principe du double lien, c'est qu'il y a une liberté, c'est-à-dire quel que soit ce qu'on choisit, on est libre de rentrer en transe ou pas. Là, c'est pas de quoi il s'agit, de ce que tu as dit, de la TAS. Ok. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc j'ai plutôt une conception de la transe et de l'hypnose à travers la pratique d'Erickson, qui est considérée, la transe étant considérée comme un état naturel, vécu tous les jours et plusieurs fois par jour, et que étant un état naturel, qu'il peut être proposé, et on est libre de le suivre ou pas. Et que bon, c'était voilà, si tu étais mal à l'aise, tu l'as pas fait. T'as pas suivi et tu as eu raison de pas le faire. C'est ça qu'il faut suivre. C'est l'idée d'une proposition enfin certainement pas d'une obligation de quoi que ce soit. De toute façon, je vois pas de quoi est-ce que je pourrais obliger à faire. Simplement une proposition, et puis chacun suit en fonction de son envie et son besoin. Oui, pour moi, l'expérience de l'écriture a été très agréable. En fait, sans me poser trop de questions, ni penser à me faire relire, parce que ce serait impossible. Je pense que j'aurais été le seul à pouvoir me relire. C'est un exercice dans lequel j'ai pris plaisir. Et voilà, c'était juste pour exprimer ça et me poser la question quand même de savoir, quand on est à l'écoute ensuite, quelle est la différence si c'est mon propre texte que j'entends. Ce qui était assez agréable là, c'est que les mots venaient à nous projeter dans des images qui n'étaient pas les nôtres en fait. Et ce trajet-là était assez intéressant pour pouvoir vivre avec ça, avec ces images qui arrivaient, qu'on prenait ou pas. Voilà. Mais la question, c'est si c'est, enfin, dans votre pratique, est-ce que le texte du patient est remis en jeu comme ça, comme vous l'avez fait dans ce processus? Est-ce qu'on écoute ce qu'on vient d'écrire? C'est pas systématique, il y a plein de façons de le travailler, donc je voulais juste présenter une façon de faire parmi d'autres, mais oui, ça
ça m'est déjà arrivé quand le patient se sent, quand il se sent un peu fier de son texte. Il a le sentiment qu'il y a quelque chose, il comprend pas, c'est pas ce qu'il a écrit, mais qu'il y a quelque chose qui est important. Le fait de lui proposer de le revivre en transe l'amène généralement à passer un cap supérieur. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais pouvoir pouvoir lui proposer. C'est comme si ça prenait vie. Il y a une autre pratique, une autre possibilité, c'est aussi de reprendre le texte quelques heures après ou le lendemain, et de le réécrire d'une manière qui est là pour le coup plus consciente. On reprend les images et on réinterprète le texte comme on réinterpréterait un rêve en réassociant les images complètement, les associations d'images complètement absurdes. Donc il y a plein de façons de faire différentes. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment une question, mais d'abord, je voudrais dire que c'est agréable de faire ça pendant un colloque. C'est pas si habituel que ça, d'avoir un exercice comme ça, et que j'ai apprécié. Même si je suis d'accord qu'il y a un élément un peu factice, c'est-à-dire qu'on est quand même devant une scène. Enfin, il y a un setting qui fait qu'on n'est pas justement dans le cadre thérapeutique, on n'est pas dans cet espace de confiance. Et donc, plusieurs interrogations. D'une part, c'est un exercice. Moi, je viens du champ de l'histoire de l'art, donc c'est un exercice qui est très courant dans le cadre de workshops, d'ateliers artistiques, de creative writing. Et j'ai passé un certain temps dans les derniers mois justement à observer des pratiques de contemplative studies, contemplative practices. Donc c'est vraiment des outils somatiques ou contemplatifs enseignés dans les départements, dans les universités américaines, dans lesquels c'est tout à fait, c'est un exercice courant de partir comme ça d'écriture libre pour ensuite pousser vers d'autres travaux d'écriture et donc d'être dans un état modifié de présence afin d'ouvrir un autre rapport à la fois aux autres, à soi, au texte, à des éléments de matière, enfin peu importe, toutes sortes d'exercices. Et donc moi, mes questions qui me tarautent, c'est finalement qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est un exercice pédagogique? Est-ce que c'est une expression d'une de vos pratiques? Est-ce que voilà, finalement, je reviens un peu à les questions qui sont posées. C'est de quoi il s'agit ici? Quelle était votre idée? Est-ce que ça vous intéressait de savoir comment on allait réagir dans ce contexte très particulier qui n'est pas celui du cabinet, qui n'est pas non plus celui d'un atelier de pratique artistique? Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'était un exemple de ce que je peux pratiquer au cabinet dans un cadre thérapeutique, et là réarranger de façon non thérapeutique, mais de manière à ce que vous puissiez avoir l'idée pour pouvoir éventuellement le réutiliser s'il y en a qui sont thérapeutes, et que l'idée centrale, c'est que, enfin, si on part du prérequis qu'on a un inconscient qui connaît des choses qui a des informations qu'on n'a pas consciemment, qu'on peut utiliser ce moyen-là pour pouvoir les obtenir. C'est pas forcément mon cadre théorique absolu. En fait, j'ai plein de cadres théoriques, j'ai plein de pratiques différentes, et en fonction des patients que je vais avoir en face de moi, si eux, ils considèrent que ça les fait avancer, c'est de cette manière-là que je vais m'approprier l'outil. Donc c'était vraiment pour le présenter, pas du tout comme un protocole, comme une façon de pouvoir l'appliquer, mais comme quelque chose de façon la plus libre possible, juste pour avoir vraiment la façon de... juste une idée de la façon dont on peut utiliser, dont on peut relier écriture et inconscient, et puis après,
que si ça intéresse certaines personnes, si ça vous intéresse et si vous avez peut-être des idées de patients qui seraient intéressés par cette pratique-là, de pouvoir l'utiliser de la manière que vous voulez. C'est bon. Merci.